Bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de nos rencontres qu'on fait depuis 7 ans déjà. Régulièrement, on fait venir des gens de cinéma, des réalisateurs, des comédiens, des critiques. Et voilà, on profite de la sortie d'un DVD, d'un film ou d'un ouvrage pour faire venir notre invité et puis échanger avec vous. Bon, là, on est dans une configuration un peu particulière parce qu'on a l'auteur du livre dont on va parler. Voilà, il y a deux auteurs. Voilà, Yann qui est avec nous là physiquement, en présentiel, et on a Julien Suodo qui est avec nous. Alors, vous pouvez le suivre sur l'écran. Alors, il y a son image, et puis il y a sa voix qui est là. Donc voilà, c'est un peu une personne un peu dissociée. Est-ce que tu peux nous parler, Julien, peut-être, pour voir si on arrive à faire le lien entre l'image et le son? Bonsoir à toutes et à tous, ceux qui sont en présentiel et aussi ceux qui sont sur Zoom, puisqu'on a deux personnes là, qui se sont connectées avec nous également. Voilà, alors le but c'est que tout le monde c'est de t'entendre toi, Julien, Yann bien évidemment, et puis si vous avez des questions, voilà, c'est un échange. On a respecté les normes Covid, on est une dizaine dans la boutique, donc voilà. On est au clair avec tout ça. Puis c'est surtout un grand plaisir de vous avoir tous les deux, de t'avoir toi, Yann, qui connaît un peu la maison, qui connaît un peu la boutique, parce que tu es déjà volé des DVD de temps en temps, voilà, ici, je l'avoue. Oui, mais en échange d'argent, donc ça ressemble à un achat en fait. Voilà. Donc tu viens souvent, oui, tu es client de la boutique, mais tu es aussi venu en tant qu'invité avec les films de Jean-François Stévenin pour le coffret Stévenin, et puis pour le point de vue du lapin, ton ouvrage précédent qui était sorti chez POL également. Donc là, vous êtes là tous les deux pour venir parler de l'ouvrage Le Spectateur Zéro, conversation sur le montage. Je fais peut-être une petite bio express quand même pour Julien. Je commence par toi. Donc tu es écrivain, documentariste, critique de cinéma. Tu as écrit 4 ouvrages, ça c'est son 5e, donc 2014 Dawa, 2015 Le Français, 2016 Ni le feu ni la foudre, et 2019 Le sang noir des hommes. Tu enseignes à Philadelphie, c'est pour ça que tu n'es pas avec nous. Et puis on peut te suivre aussi sur slate.fr, où tu as une activité critique, donc des écrits sur l'histoire coloniale française, des choses assez intéressantes, engagées. Et tu es réalisateur. Et c'est peut-être ce point-là qui fait la passerelle, c'est-à-dire que tu as réalisé des courts-métrages, dont un qui s'appelle « Il était une fois en Côte d'Ivoire » en 2005. C'est un documentaire. Hein. Et c'est un documentaire, mais qui a été monté par Yann Dedet. Voilà. Yann, bon, alors je ne vais pas faire, je ne peux pas faire la liste de ta filmographie qui compte une centaine de films, donc on y passerait la soirée, mais dire que tu es monteur de métier depuis une cinquantaine d'années, une centaine de films, un premier film, 1971, Les Deux Anglaises et Le Continent, François Truffaut. Voilà. Et puis j'ai mis sur la table les films qu'on avait de toi, voilà, mais s'il y avait des réalisateurs un peu jalons comme ça, je citerais Truffaut, Piala, Garel, Manuel Poirier, Cédric Kahn, et beaucoup d'autres, parce qu'on balayerait tout le cinéma français d'auteurs, tous les films qu'on aime beaucoup. Mais pour commencer peut-être, cet ouvrage, déjà, d'où ça vient cette idée de faire une sorte... Parce que ça ressemble à une sorte de mémoire. En plus, tu as une mémoire incroyable, la mémoire du détail, la mémoire des plans, la mémoire des rencontres, des anecdotes. Et on commence par le début, c'est-à-dire ton entrée voilà. Tu sors de l'école alsacienne comme ça, où on te vire, je sais pas. Mais et puis c'est les petits stages et les rencontres. Oui, je suis viré. T'es viré. Pour avoir fait une rédaction incendiaire contre Victor Hugo que je n'aimais pas. Voilà. Mais ça a été le début d'une rencontre, le début d'une vie comme ça, où tu vas commencer par des stages.
et où tu apprends le métier, quoi, la pellicule. C'est quoi le souvenir que tu as de ces années? C'est une période excitante, c'est une période de découverte incroyable. Bon, d'abord, faut dire une chose, c'est que le lapin, c'est un truc que je voulais sortir sur la fabrication entière d'un film sur lequel que j'ai vécu de A à Z. Mais ce livre-là, je ne l'aurais jamais écrit tout seul parce que je n'aurais jamais osé, disons, mettre sur la table comme ça tout ce que j'ai vécu par une peur d'indécence. Mais cela dit, je vais quand même continuer à écrire et à essayer d'être de plus en plus indécent. Mais enfin là, je dois dire que si Julien m'avait pas poussé, si on n'avait pas des goûts communs, et puis voilà, puis qu'on a travaillé, on a monté ensemble un film, etc. Et puis on a beaucoup parlé de ça. On a une passion commune qui est Makaveyev, qui était peut-être un peu le creuset de notre préférence cinématographique, qui est quelqu'un qui n'est pas connu aujourd'hui, malheureusement. Ça serait bien de refaire une rétrospective un jour. Et voilà. Et donc si Julien ne m'avait pas poussé, si on n'avait pas décidé de faire ça ensemble, mais vraiment il m'a beaucoup plus poussé que moi je ne suis à l'origine de ça, et puis après c'est en parlant, et puis en réécrivant que tout ça s'est enrichi. Et c'est vrai que la mémoire étant un puits sans fond, plus on y plonge, plus les choses reviennent assez facilement à jour. Donc en fait, plus on a parlé, et plus ça remontait assez facilement. Mais c'est vrai que j'ai une bonne mémoire. Il faut dire que c'est un métier où on revoit un film une 50aine de fois pendant le montage, donc on est quand même totalement absorbé dans une matière qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on apprend par cœur comme un poème. Hein. C'est ça qui est très particulier et qui fait que ça remonte, je dirais, relativement facilement. Non, parce que ce qui est frappant quand on ouvre ton livre, c'est encore une fois cette mémoire assez précise, intacte, et en même temps la précision avec laquelle tu arrives à nous résumer un film, à parler de plans qui ne sont pas choisis, d'anecdotes, de relations. Tu remets au présent toute cette histoire, ce qui est un gros morceau de vie, quoi. Bien sûr, mais tout est pas remonté tout seul, hein, parce qu'il y a, par exemple, il y a des choses dont je n'aurais jamais parlé et que Julien m'a forcé. Souvent, par exemple, je parlais d'un film, il me disait c'est tout ce que tu as à dire, voilà. Donc forcément, moi j'étais obligé de creuser, de me souvenir. Je me suis forcé quelquefois, et puis évidemment, comme c'est exactement comme le montage, hein, c'est une collure appelle l'autre, etc. Donc ça s'enrichissait à l'oral à chaque fois, et puis après on s'est renvoyé pendant je ne sais pas combien de temps, les 6 derniers mois, on s'est renvoyé le bouquin enrichi à chaque fois. Lui, il me disait qu'il fallait approfondir telle chose, etc. Donc voilà, ça a grossi. C'est passé je ne sais pas combien, il y a la moitié à peu près qui a dû être oralisé. Et puis au fur et à mesure, on a continué à écrire, donc ça a doublé de volume. Voilà. Julien, toi, donc cette idée d'ouvrage, c'est quelque chose qui te tenait à cœur? Tu avais tous les films de Yann en tête, ou c'est un travail que tu suivais comme ça au fil de tes découvertes cinéphiliques, ou qu'est-ce qui te prend de pousser Yann comme ça dans toute son histoire de vie? Je pense que le désir de faire le livre de mon côté, et probablement celui de Yann aussi, est venu à la fois est né à la fois d'une envie cinématographique, enfin de reparler et de remettre au présent, comme tu disais justement tout à l'heure, les films qu'il a montés, mais également d'une absence ou d'un déficit de présence. En fait, Yann et moi, jusqu'à ce que je m'en aille de l'autre côté de l'Atlantique, d'abord au Canada et puis ensuite aux États-Unis, on avait pris l'habitude de se fréquenter très régulièrement. Effectivement, on avait travaillé ensemble sur mon premier film, mais c'était pas uniquement professionnel. On était devenus amis, en fait, pour dire les choses brièvement. Et assez rapidement, je pense que c'est pas une exagération de dire qu'on s'est manqué. Et penser à ce livre, penser à ce qu'il pourrait être, commencer à en parler, et on a commencé à en parler bien longtemps avant de se mettre à écrire. Il s'est passé plusieurs années avant qu'on ose tous les deux. C'était aussi une manière de se remettre en présence, non seulement de remettre au présent les films, mais de se remettre nous l'un et l'autre en présence de l'autre. Donc il y a à la fois cette envie ou cette origine cinématographique, bien sûr, parler des films que Yann a montés, mais également être ensemble par-delà la distance et par-delà les océans. Et du reste, ce qui est assez intéressant, c'est que très rapidement, quand on a fini par se mettre à écrire, on s'est aperçu que ça marchait pas du tout sur ce mode-là, c'est-à-dire avec Skype. On a essayé par Skype, on a essayé au téléphone,
Et on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui collait pas. Il y avait quelque chose, c'est pas de faux, mais d'à côté, de pas à sa place dans la voix de Yann, dans la manière dont il parlait les films, dans la manière dont moi je le questionnais. Et du coup, on a pris le taureau par les cornes et on a décidé d'écrire cette chose, de se mettre à l'écrire en présence l'un de l'autre, physiquement, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Et donc, on s'est arrangé à plusieurs reprises sur un temps de 2 ou 3 ans pour que Yann vienne à Philadelphie, que moi, je vienne en France. On s'est vu à différents endroits. Parce que pour écrire tous les deux, pour écrire ce livre, on avait besoin de reprendre, de rentrer dans la phrase de l'autre, de la reformuler, de se l'approprier, de la lui rendre. Enfin, c'était un travail vraiment très microscopique duquel on a pu se libérer uniquement quand on a eu le gros œuvre. Et là, à ce moment-là, on a pu repasser dans un échange de type épistolaire. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Oui, très bien. Tu valides? J'allais dire, c'est marrant parce que j'allais dire c'est comme le montage, mais sinon on continue à tourner pendant le montage. C'est ça qui est formidable et qui a fait que effectivement le truc est passé de je sais pas quoi, ça aurait été 150 pages à 300 parce qu'effectivement ça se nourrissait sans arrêt. C'est-à-dire toute question appelant une réponse détaillée, ces détails amenaient d'autres questions éventuellement, etc. Donc ça s'est auto-nourri pendant. Voilà, c'est pour ça que c'est un gros bébé. Et donc, je fais je chope la balle au vol. Mais qu'est-ce que c'est ce travail de monteur? Est-ce que tu parlais dans le livre, je crois, de ce travail qui vient en bout de chaîne? C'est un travail qui vient en bout de chaîne, et en même temps, c'est un travail qui. Est-ce que c'est un travail qui vient concurrencer le travail de scénariste? Est-ce que c'est un travail d'écriture, de réécriture, le montage, quand tu es... voilà. Ça dépend des films, ça. Il y a des films qui sont... On parle de cinéma, là. On parle de cinéma, on parle plus du livre. On parle plus du livre. Bien sûr, ça peut être... Enfin, moi, c'est comme dit Julien à un moment, c'est ma thèse centrale, où j'explique quel mot exactement il emploie, mais quelque chose comme ça. Il faudrait qu'il y ait un moment où on se dit que le scénario, et on se fait engueuler par les scénaristes toujours, n'est pas tout à fait fini. Non pas parce que le scénario lui-même est un objet pas fini, mais parce que le tournage a tout modifié, puisqu'on n'est plus en phase de mots, d'adjectifs, d'adverbes, etc., mais en phase de chair, enfin de la chair filmée, des hommes, des femmes qui se parlent, etc. Et une phrase parlée n'est pas la même qu'une phrase écrite, bien évidemment, donc il reste du travail. Il reste du travail de couture, de dentelle même, etc. Et quelquefois, il reste un gros travail parce que, en supposant, chose simple et qui arrive assez souvent, qu'une scène soit entièrement ratée, qu'est-ce qui se passe scénaristiquement? Il y a un trou dans le film. Donc il faut le combler. Alors il faut le combler comment? En prenant certaines phrases qui sont dans la scène et en recalant dans d'autres, par exemple, ou en réinventant, ou par le doublage, par exemple, quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé dans cette scène, sans qu'on ait besoin de monter la scène mauvaise. Ça, c'est un exemple simple. Et puis, évidemment, de ce déséquilibre, puisque c'en est un, ça crée d'autres déséquilibres. Donc il faut aussi rattraper le mouvement symphonique du film et structurel et ce qu'il veut dire, ce qu'il raconte ici et là. Donc c'est un petit peu, ça peut être sans fin. Dès qu'il y a une pièce fautive, ça peut remettre beaucoup de choses en cause. Voilà. C'est pour ça que, en fait, c'est comme si le scénario n'était pas tout à fait fini, qu'il faut le réviser jusqu'au bout. Et toi, quand tu es face à cette matière, quand tu vois arriver les rushs comme ça, quel est cet état? C'est un état d'excitation, d'enthousiasme, d'inquiétude qu'est-ce que tu as comme matériau, déjà, en main? Est-ce que tu as le scénario? Est-ce que tu ne l'as pas? Est-ce que tu demandes à ne pas l'avoir? Est-ce que tu as des directives, des consignes d'un réalisateur, voilà, ou est-ce que tu as une sorte de... Comment est-ce que ça se passe? C'est très varié, évidemment, ça dépend des metteurs en scène. Bon, en principe, j'aime bien oublier, entre guillemets, le scénario pour ne pas rentrer dans un jugement comparatif, ce qui est quand même tout à fait inévitable. Quand il y a des rushs, on se dit « Ah bon, j'imaginais pas ça comme ça », ou on se dit « Oh ça, je me rappelais pas du tout que c'est ça », ça en général que c'est mieux, parce que ça s'est envolé, au lieu de rester littéralement le scénario, quelque chose est en plus, donc c'est assez enthousiasmant. Ça peut être aussi tout à fait décevant, hein, ça arrive. Enfin, en tout cas, l'important, c'est que c'est de la matière à travailler et que de toute façon, on est content d'avoir un arbre à couper, des branches à élaguer et à donner une forme à quelque chose qui est
pas informe, mais multiple, puisqu'il y a beaucoup de prises, beaucoup de plans et beaucoup de prises par plan. Donc on a une grosse matière, donc il faut essayer d'en faire une épure, voilà, une épure de ce que c'est censé raconter, scène par scène. Voilà. Et j'aime beaucoup après je donne la parole à Julien, mais cette notion de spectateur zéro qui apparaît dans le livre sur ton travail avec Manuel Poirier. Est-ce que ça correspond bien à ça ou je me trompe peut-être, oui. Ou ce moment-là où Manuel te montre une scène du film et te demande de deviner quelle va être la suite. Il établit vraiment une méthode de travail. On l'a établi. Et à partir du second film, on s'est tout de suite très bien entendu sur le premier, qui était un téléfilm formidable qui s'appelait Attention fragile. Et puis à partir du second, on s'est dit, la façon dont il travaille, c'est-à-dire monter le moins possible, essayer d'être le plus dans la vie possible, que ces films ressemblent le plus possible à la vie. On s'est dit que c'était assez idéal dans une configuration comme ça, que je ne lise pas le scénario, qu'on monte la scène 1 et qu'après on se dise, ils me disent, tu crois qu'il va se passer quoi, voilà. Et donc on a joué à ça pendant Western, pendant tout le film, c'était assez amusant, parce qu'évidemment je me trompais 3 fois sur 4, ce qui était assez rigolo, ou alors il arrivait à peu près à ce que je croyais, mais pas tout à fait de la même façon, etc. etc. Donc c'était un bon jeu, ça, le film allait vraiment à l'aventure. C'est très agréable comme construction, parce que c'est d'où l'idée du spectateur zéro. Enfin, je sais pas, ça ne vient pas que de ce film-là, parce qu'il y a aussi le fait que c'est le 0e spectateur, le monteur. Cournot avait écrit un livre qui s'appelle Le Premier Spectateur, qui était pas mal, mais nous, on est encore redescendu avant, non seulement avant l'accouchement, mais avant la conception. Julien, qu'est-ce qui te, comment dire, qu'est-ce que tu cherchais à comprendre du travail de Yann en lui posant tes questions? Qu'est-ce que tu cherchais à comprendre de son métier, quoi, en menant cet entretien? Les livres sur le montage ou les livres écrits par des monteurs ou les entretiens avec des monteurs ne sont pas si nombreux que ça. Enfin, il y en a quand même quelques-uns, mais on tourne autour d'un nombre qui est entre 5 et 10. Et puis, par ailleurs, il me semblait important, moi, avec mon point de vue très biaisé et très affectif sur Yann, de raconter, de revenir sur cette carrière absolument, monumentale, puisque c'est plus de 100 films montés et non des moindres. Et de le faire avec lui. Donc il y avait cette intention extrêmement intuitive à l'origine, avant tous les cadres théoriques qu'on a pu poser ensuite. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette notion de dernière réécriture du scénario, dont vous avez parlé à l'instant, et qui est vraiment un des piliers à la fois une des définitions clés par Yann de son propre travail et un des piliers du livre, c'est que moi j'en ai eu en fait, je l'ai vu à l'œuvre dans cette réécriture-là, dans le film qu'on a monté ensemble, et qui était très écrit, même s'il s'agissait d'un documentaire. On a cette vision un peu stéréotypée des documentaires comme moins écrits que des longs métrages de fiction. En l'occurrence, le mien était extrêmement écrit et presque scénarisé, puisque j'avais, pour dire les choses schématiquement, essayé d'appliquer le modèle narratif du roi Lear, c'est-à-dire un roi qui se meurt avec des héritiers qui se déchirent pour son pouvoir et pour son royaume, à la réalité postcoloniale de la Côte d'Ivoire. Et alors c'était très joli sur le papier, mais en regardant les rushs et en se mettant à monter, on s'est aperçu qu'il y avait des points de vue qui manquaient, et puis que aussi parfois les rushs n'étaient pas forcément à la hauteur de cette très belle intention. Et du coup, il n'y a pas que le scénariste qui regrette ou qui subit une amputation, ou qui a le sentiment de subir une amputation au moment où le montage se fait. C'est aussi une douleur et une souffrance pour le réalisateur de constater que ces rushs, que ce qu'il a tourné, que la matière de son film n'est pas nécessairement à la hauteur du rêve qu'il en avait à l'origine et qui est à l'origine de l'envie de faire le film. Et donc, la réécriture, oui, c'est la dernière réécriture du scénario, et c'est en même temps un retour difficile, au sens presque platonicien, à l'idée première, d'où le titre, encore une fois, du livre, au rêve premier du film.
que peut-être et l'écriture scénaristique et le tournage n'ont pas manqué de polluer parce qu'il y a des accidents, il y a des tics, il y a des choses qui se forment et qui corrompent, entre guillemets, cette idée première, cette eureka dans la tête du réalisateur ou de la réalisatrice. Et ce qui me fascine, moi, dans la manière dont Yann théorise et pratique son métier, c'est qu'il se voit comme lui et les autres monteurs comme le gardien de cette idée première. Je trouve que c'est un voyage, une très belle façon de concevoir le montage comme un voyage, comme un retour à ce point d'origine. Je peux ajouter un petit truc très particulier sur le film de Stévenin, qui est l'exemple type de ce dont Julien est en train de parler. Passe-Montagne est à peu près, pour un bon tiers, en tout cas, pas du tout ce qui est écrit dans le scénario. Quand on a fini de monter Passe-Montagne et de le mixer, je l'ai revu, je me suis précipité sur les scénarios après, et malgré les différences assez nombreuses qu'il y a, j'ai vu, en lisant le scénario, exactement le film que Jean-François avait fait. C'est-à-dire que tout l'esprit était là, pas le texte, mais l'esprit du film, l'origine, l'idée première. Alors, je m'empare là de cette notion-là, du rêve d'un film du réalisateur. Toi, quand tu as ton matériau en face de toi, c'est vraiment ce fil conducteur que tu cherches systématiquement, c'est-à-dire que même si le réalisateur n'en est pas conscient, même s'il le fait pas à son corps défendant, mais voilà, c'est vraiment une opération, c'est une maïeutique, quoi. Oui, j'essaye vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière, hein. Et c'est vrai que d'ailleurs, les films que je refuse systématiquement, c'est les films dont on me fait lire le scénario, et donc quand je rencontre le metteur en scène, il me raconte le scénario. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que il faut ce plus-là, qui est de revenir au rêve du film, ça ne s'exprime pas en répétant vulgairement le scénario, si tu veux. C'est absolument impossible. Donc, au contraire, il faut passer au-dessus. Alors, où on parle totalement d'autre chose, où on poétise comme Jean-François, qui, comme tu l'as vu souvent, ne répond jamais aux questions, mais toujours biaisé. Oui, tout à fait. C'est jamais frontal. La bonne formule, puisqu'il tourne autour des choses pour finir par les cerner et sans les prononcer, les trouver. Voilà, c'est exactement ce chemin-là. Mais avec quelqu'un, par exemple, comme Maurice Pialat, dont on connaît le caractère, le goût pour la confrontation, tu es arrivé comme ça, avec tes frêles épaules, à lui tenir tête et à lui faire accoucher de ce fameux rêve du film. À la fois avec Maurice, c'est très compliqué, mais c'est aussi très très simple, parce que c'est un homme de coup de foudre, on dirait. D'abord, première chose, ces rushs sont quand même beaucoup plus bandants que la plupart des rushs de tous les films, ce qui est déjà quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on arrive déjà avec une matière qui pulse tellement fort, on va en voir un peu tout à l'heure. C'est absolument extraordinaire. On va préparer Loulou, tiens, on va préparer Loulou. Ouais, on commencera par Loulou. À partir de cette pulsation-là, évidemment, le monteur il est guidé par ce qu'il y a de bien au tournage. Donc déjà là, il y a un avantage formidable avec Maurice. On peut complètement se tromper, puisque effectivement, en cherchant ce qu'on appelle avec Julien le rêve du film, le sens, la poétique du film, etc., on peut se tromper, mais néanmoins, si on y va avec enthousiasme, c'est reconnu par Maurice. Alors, il est arrivé très souvent de me dire que ça n'avait aucun rapport avec ce qu'il voulait, des choses comme ça, mais assez souvent, et ça se vérifie dans un deuxième temps, assez souvent, il tombe comme je suis tombé en coup de foudre pour les rushs, il tombe en coup de foudre pour le premier montage. Et puis souvent, il dit, bon, on va quand même améliorer un petit peu ça, alors on essaye d'améliorer. Et puis, il dit, c'est pas la peine. Si c'est pour faire de la dentelle autour de trucs qui est brut et fort, c'est pas la peine. On garde la première idée. Non, mais parce qu'il fonctionne comme ça au tournage aussi. Et donc, on est guidé par sa façon de faire, qui est la façon brute, et on la répète au montage. On est guidé par lui, même s'il n'est pas là. Non, mais parce qu'il a des mots assez durs et puis assez drôles, parce que ton bouquin fourmille d'anecdotes quand même par rapport à Daudet. Qu'est-ce qu'il dit la première projection de Loulou, il a dit Daudet prend les plans là où il faut les quitter, il a choisi toutes les mauvaises prises. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Toute l'équipe, et il s'est levé à la fin, et il a donc craché sur tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est encourageant, c'est pour pousser les gens à continuer à travailler. Moi, j'ai toujours pris comme ça, il faut être coché, Mais il t'avait pris parce que tu avais bossé avec le petit gris. Voilà, il m'avait pris parce que j'avais travaillé avec Truffaut, qui était tout à fait le contraire de son cinéma. Il admirait le personnage Truffaut, mais il n'aimait pas du tout ses films. Voilà. Donc, il a toujours, comme il a cette science simple qu'il faut absolument se servir des contraires. Voilà.
ça fait partie de ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est pas le seul qui m'a pris aussi par contradiction, je dirais. Makhaveyev aussi, c'était pareil. Il a pris un monteur du cinéma français bourgeois moyen pour monter un film marxiste dialectique. En parlant de Piala aussi, il arrivait à faire travailler plusieurs monteurs sur ses films. Oui, il y avait pas, tu n'étais pas le monteur exclusif, quoi. Non. À Nos Amours, on a été jusqu'à 5 à monter des séquences. Van Gogh, 4. Le seul que j'ai monté tout seul et qui s'est très mal passé, c'est Satan, où c'était très désagréable parce que j'étais le seul boxeur sur le ring, donc ça tapait un peu plus fort, donc c'était un peu plus désagréable. Mais sinon, moi, j'ai jamais été, disons, vexé qu'ils choisissent la version du monteur son, par exemple, pour la guinguette de Loulou, et la mienne pour etc. C'est-à-dire, il est tellement fort pour se servir du talent des gens là où ils en ont besoin. Voilà, dans Loulou, il y a une scène que je n'arrivais pas à monter. Il a rappelé Arlette Langban en lui disant « Cet imbécile de Den, c'est pas monter ça, tu ne peux pas venir le faire ». Et c'est très bien, parce que d'abord, c'est roboratif. Moi, je trouve toutes ces bagarres, ça dynamise, on se dit bon ben on va se donner pendant ce temps, pendant qu'Arlette monte la séquence que je ne sais pas monter, je vais me donner du mal sur une autre bien difficile, donc, parce qu'on a toujours 2 ou 3 salles de montage, hein, évidemment. Il n'y a pas seulement 2, 3 ou 4 monteurs, mais il y a aussi pas mal de salles de montage. Voilà. Julien, Daudet et Piala, ça t'embarquait où, le cinéma de Piala, tu l'as découvert avec Yann Daudet, j'imagine pas, ou tu l'as redécouvert en connaissant le travail de Yann? Je me suis souvent posé la question au moment où on écrivait et où on parlait de Piala avec Yann, et en fait j'ai l'impression que tous mes souvenirs sont des faux souvenirs, enfin des trucs que j'ai inventés. Donc j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment enfin il n'y a pas de moment clé où j'aurais fait le lien entre les deux. Ce que je peux dire, c'est que le premier Piala que j'ai vu, si mes souvenirs sont exacts, et là je pense qu'ils le sont, c'est À Nos Amours. J'ai dû le voir à la télé, je pense, à la fin des années 80, début des années 90, et j'avais une quinzaine d'années à l'époque. Le nom de Yann m'était totalement inconnu à l'époque, et même, je dirais, l'idée qu'il y a un travail très important quand on fabrique un film qui s'appelle le montage. J'en avais pas du tout conscience. Donc, mon premier contact avec le monde de Piala, donc à nos amours, est une pure rencontre de spectateurs sans aucune attention à la grammaire et au montage comme grammaire cinématographique. Il est évident que c'est pas très original, mais Piala, pour moi, est un réalisateur qui a vraiment compté dans la construction de ma cinéphilie. Je dirais même qu'aujourd'hui, comme j'ai pris de l'âge et que mes goûts se sont peut-être un peu soit radicalisés, soit fossilisés selon le regard qu'on porte sur eux. C'est un des rares cinéastes français que j'aime vraiment sur la durée de son œuvre. C'est-à-dire que aussi bien ces films des années 70, La gueule ouverte, Nous ne vieillirons pas ensemble, La Maison des Bois, tout ça, que évidemment les grands chefs-d'œuvre des années 80. En particulier, j'ai une grande faiblesse, j'ai un faible pour Loulou, qu'on a revu en plus ensemble, Yann et moi. Donc il y a cette expérience affective, encore une fois, qui s'est greffée sur la chose. On n'a pas, une petite parenthèse, en écrivant ensemble, on n'a pas tout revu ensemble. On a revu peut-être, je sais pas, 10% de ta filmographie. Et je pense que si on se retourne sur les films qu'on a choisis ou qu'on a cru regarder par hasard ensemble, je pense qu'il y a un chemin assez net qui se dessine. On pourra en parler éventuellement. Mais voilà, donc jusqu'à la fin, jusqu'au Garçu que Yann n'a pas monté, mais pour lequel j'ai également une grande tendresse, parce que là, pour le coup, le Garçu, on est en 1995.
Et c'est le moment où, en fait, donc je suis à la Sorbonne à l'époque en première ou en deuxième année de Dug je m'ennuie et je vais très souvent au cinéma pour sécher les cours. Et du coup, c'est la naissance de ma cinéphilie et de mon amour du cinéma. Et, et Le Garçu a joué un rôle déterminant. Je ne saurais pas très bien expliquer pourquoi, mais j'ai été fasciné par euh, le regard à la fois très, très tendre et en même temps hyper. C'est un cliché, la cruauté de Piala, mais en fait, ça peut être un cliché intelligent si on dit que c'est une manière de regarder les gens avec amour, sans rien cacher de leurs faiblesses, de leurs petits défauts, etc., mais en les aimant intégralement pour ce qu'ils sont. Et je pense que ça déterminait aussi son rapport à ses collaborateurs et évidemment aux acteurs. On pourra en parler aussi. Et voir cet homme qui avait plus de 60 ans à l'époque filmer son propre fils, qui lui n'en avait que 2 ou 3 ou 4, et mettre en scène son univers domestique euh, sous une forme enfin, apparemment extrêmement simple et qui d'ailleurs a fait dire à beaucoup de critiques qu'on a entendues à l'époque que bah voilà, n'importe qui aurait pu faire la même chose avec une petite caméra vidéo. Enfin, c'était vraiment le poncif qui prévalait sur Le Garçu. Et en fait, il y a un dispositif extrêmement complexe. Yann explique dans le livre que quand il a essayé de le remonter, le dispositif était si complexe et si affiné que c'était impossible de faire bouger les choses. Et peut-être ça serait intéressant que justement tu dises un mot de cette tentative, puisque en fait tu reviens sur ce film que tu n'as pas monté en essayant d'y intégrer des scènes qui n'y sont pas, enfin dans la version qui est tournée en salle, et en particulier cette invention d'une figure éternelle à laquelle tu t'es essayé avec 2 scènes en particulier. Alors, la première chose, c'est que c'était extraordinaire parce que moi j'étais très malheureux de ne pas monter Le Garçu quand il m'a dit, parce que j'allais arriver une semaine en retard sur le montage, je peux plus continuer à travailler avec des gens pas sérieux comme ça. Voilà. Donc on se prend toujours des bonnes baffes dans la gueule, c'est très agréable. Et puis 6 mois après, donc je vois le film en salle et rien d'amer ne me remonte à la gueule pendant que je vois le film. J'ai l'impression de voir le film d'un très cher oncle que j'avais perdu de vue depuis quelque temps. Je suis complètement émerveillé par le film qui est d'une audace scénaristique qui persiste au montage, c'est-à-dire une liberté totale dans la façon dont il raconte sa vie, dans les tranches de temps qu'il met j'allais dire en comparaison, enfin qu'il met comme des blocs à la suite des uns des autres, etc. Et puis effectivement, avec Sylvie, donc Piala malheureusement meurt, et puis Gaumont décide de faire avec Sylvie l'intégrale Piala, très très bien faite, avec beaucoup de bonus, etc. Et donc on se penche sur les coupes de ce film, que je ne connaissais pas, contrairement aux coupes des 5 autres films que j'ai montés. Et puis, on se pose quand même la question avec Sylvie de reconstruire le film, d'essayer. Il y a 3-4 séquences formidables, dont une séquence absolument magique où Gérard se mesure la quéquette et celle de l'enfant. Voilà, qui est une séquence vraiment très très drôle, avec Gérard qui est toujours d'une liberté extraordinaire, et évidemment un môme de 4 ans qui rigole d'une situation comme ça. Et puis, ici, il se passe ce phénomène que Maurice ne dit quasiment jamais coupé. Quelquefois, les magasins décrochent, quelquefois, il a le temps de dire clap de fin, on fait un clap de fin. Et ce qui fait que les acteurs recommencent la scène très souvent. Et donc, j'ai pu monter cette séquence dans les bonus, je l'ai montée, et je l'ai montée de façon à ce que le début puisse repartir à la fin. Puisque les acteurs avec Maurice sont toujours tellement chauffés, ils sont toujours tellement dans la continuité, que même sans que Maurice dise recommencer, ils sont arrivés au bout de la scène tranquillement, alors où ils rajoutent 1 ou 2 trucs qui vont dans la situation, où ils recommencent carrément à jouer, mais pas au début comme des acteurs qui font gnan qui relisent la réplique. Non, ils retrouvent une autre entrée de début de la scène. Donc on avait une séquence qu'on pouvait mettre en boucle qui était assez formidable. Il y avait comme ça, donc à part le mesurage de la quéquette, il y avait 4 séquences qui étaient vraiment formidables. Il y en avait 7 dans les coupes. Et il y en avait 4 qu'on a vraiment eu très très envie de remettre dans le film. Donc on a essayé de refaire un ordre avec Sylvie, mais c'était impossible parce que quand même la structure qu'il avait trouvée était très difficile à casser. Voilà. Alors, les séquences n'avaient pas été mises de côté seulement parce qu'elles étaient prétendument moins bonnes, parce qu'il y en avait 4 excellentes. Hein.
quand il passe dans l'IRM et qu'il panique, la chute dans l'escalier, et les mesures avec la quéquette, ça en fait 3, je sais pas, il y en avait une quatrième qui était très bien. Moi j'adore l'enterrement du père. Il y a une scène. Il y a une scène Ça c'est dans le film. C'est dans le film. C'est pas... Donc on a essayé de caser ces 3 séquences ou 4 formidables, mais effectivement on brisait quelque chose. Oui, c'était impossible. Et là il aurait fallu qu'il soit là. Or, quand il a été là, avant qu'il meure, on avait décidé, il voulait remonter le film, il avait décidé de 21 coupes. Entre Sylvie et moi, on a déjeuné un jour ensemble, puis on a fait une liste, et puis on les a faites. J'ai quand même mis un peu ma patte, enfin j'ai fait ce qu'il avait voulu, voilà, on en a parlé. Et donc la version finale, dans le DVD, il y a 21 coupes. Des petites et grosses, pas énormes, mais qui changent quand même pas mal la temporalité du film, et surtout ce que les gens y reprochaient un petit peu, évidemment, qu'il avait passé son temps à bader devant son film et qu'il montait trop long. Son fils. Ouais. Son fils, oui. Pas son film. Mais, et pourtant, tu disais que c'était quelqu'un qui rechignait pas à couper. Oui, mais là, c'est tout à fait autre chose. C'est 60 ans, il ne croyait jamais avoir d'enfant, il a un enfant, donc c'était autre chose. Un autre monde s'ouvre. Oui, c'était. Donc ça change absolument toute la vision. Et là, pour une fois, il le sait très bien, c'est bien pour ça qu'il avait décidé les coupes. Là, il rentre dans une complaisance. Oui. Donc il se rend compte et qu'il décide de... Qu'il assume. Oui, et puis après, tout est con. On va le remonter. On aura donc on le remonte ensemble. Mais c'était fait. On va passer l'extrait de Loulou. Peut-être, dis-nous déjà, tu veux nous montrer le début du film, la rencontre de Pardieu-Huppert. Parle-nous peut-être quel effet ça fait de découvrir des comédiens, des comédiens incroyables comme ça. Quand on voit Depardieu, quand on voit Huppert, quand on a ça sur la pellicule, toi en tant que monteur, qu'est-ce que c'est une voix, on va voir un extrait avec Adjani, c'est quand même, on parle quand même de monstres du cinéma. Oui. Enfin, à l'époque, Huppert n'était pas encore un monstre. D'ailleurs, il y a un phénomène extraordinaire, c'est que Gérard, c'est tout le temps jouissif de le voir parce qu'il déconne, mais il est dans le personnage. Donc, il s'agit de gommer dans les choses qu'il fait, ce qui n'entre pas dans le personnage, mais même des choses, disons, assez extérieures, qui seraient critiquées par d'autres monteurs ou d'autres metteurs en scène, comme disant non, là Gérard déconne, il ne faut pas le mettre. Si, il faut le mettre, si ça rentre dans Loulou. Si Gérard est Loulou. Voilà. Donc ça, c'est le grand jeu avec lui, qui est vraiment très amusant au montage, parce que ça devient assez évident, ça devient assez flagrant ce qui rentre dans le personnage et pas. Et puis Huppert, par contre, c'est très compliqué. Alors les premières fois que je voyais les rushs avec Huppert, je me disais, oh là là, vraiment... C'est un peu beige, quoi. C'est un petit peu terne. Et puis, c'est un autre acteur qui m'a fait cet effet-là, c'est Dutronc. Et puis, une fois monté, quand le film est fait, c'est pas vrai. Il y a une pensée sur le personnage, sa louvoie derrière et tout ça. Tout est, non pas calculé, mais tout est pensé comme devant servir à une nature qui est la nature de ce personnage. Ça, c'est vraiment très étonnant. Parce qu'on ne le voit pas encore une fois dans les rushs, dans les différentes prises, et dès qu'on met les choses ensemble, quelque chose se crée secrètement derrière, et c'est le personnage. Et tu penses que le comédien travaille là-dessus, sur cette... Ah oui. Dans ce qui est Huppert, il y a qu'à voir ce qu'elle est. Et Dutronc, pareil, également. Oui. Huppert, oui. Dutronc, c'est plus étonnant, mais oui. Oui. Dutronc, parce qu'on le sent bien, son petit sourire un peu fanfaron de temps en temps, que c'est à la fois un timide, un horrible timide et quelqu'un qui justement fait le fanfaron pour nous, on ne voit pas sa timidité. Donc je pense que ça l'amène à travailler énormément et travailler de l'intérieur. Et de fabriquer quelque chose, je n'aime pas le mot fabriquer, mais fabriquer intérieurement quelque chose, pas de fabriquer à l'écran en faisant un numéro, des gestes comme ceci, des gestes comme cela, mais de fabriquer intérieurement un trajet. Et toi, quand tu vois donc les différents rushs, les différentes prises, par exemple, là on parlait de Depardieu, d'Huppert, tu vois leur travail, leur évolution, toi ça te permet d'avoir aussi un accès à... Alors peut-être c'est plutôt le travail du réalisateur, de la direction d'acteur, mais est-ce que tu peux voir là, ils sont pas très bons aux premières prises, il faut un peu les chauffer, ou ils te montrent toute une palette totalement étonnante, où toi tu as le choix, tu es peut-être plus dans l'embarras, je sais pas. Je sais pas comment dire, en général il y a dans les films de Piala, c'est-à-dire un tournage fort où les choses sont assez puissantes quand même. Oui, ça va déjà la vie est très très fortement insufflée, puisque parfois la caméra tourne, ils ne le savent pas, enfin ils feignent de ne pas le savoir, hyper fin de ne pas le savoir, mais ils le savent plus ou moins. Mais bon, donc, grâce à cette vie complètement insufflée, il y a très souvent, quand on voit les rushs de Piala, il y a une prise qui surnage, pas parce que c'est la meilleure, pas parce que c'est là où tout est le mieux dit, le mieux respecté, le dialogue, etc. Mais quelque chose, il y a du souffle à l'intérieur, on se dit, là, ça c'est le cœur de la séquence. C'est pareil, Nos Amours, Alexandrine, etc. C'est des gens quand même dont la pulsation est vraiment forte. Voilà, ça c'est.
souvent, dans les films de Piala, je montais à partir d'un plan qui est, Oui. peut-être le plan central de la séquence, peut-être le premier plan, peut-être la fin, en tout cas quelque chose qui donne sa couleur absolue à la séquence. Et Piala était d'accord. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Oui, oui. De temps en temps, il dit bon, ça on touche plus à rien, etc. Et puis de temps en temps, justement, c'est mal aiguillé pour d'autres raisons, des choses qui peuvent ne pas aiguiller, je ne sais pas pourquoi, ou simplement que la sauce ne prend pas, parce que la séquence n'est pas tout à fait réussie peut-être, ou parce que le montage n'est pas réussi. À ce moment-là, il n'hésite pas à dire bon, tu fous de ma gueule ou quoi. Tiens, t'as acheté une chaîne? J'écoute rien. La musique, ça me fait chier. Je mets un disque et puis je l'arrête. Enfin, tu la veux, tu la prends. Où je la mettrais? Ouais. T'es du graton, mec. Tu feras écouter du Mozart. Hein, pendant que tu... Depuis ton départ, j'ai pas changé les draps. Pour un maniaque comme toi, ça m'étonne. Tu vois comment on change. Tu voulais pas me croire. Tu veux boire quelque chose? Non, non, je veux rien. Comment c'est arrivé? Oh, bah c'est Loulou, il a bousculé une de leurs bonnes femmes. Bousculé, il lui a mis la main au cul. C'est pas une raison pour lui filer un coup de couteau, non? T'étais pas avec lui? Alors là, tu restes comme une conne pendant que lui, il va se saouler la gueule toutes les nuits. Et puis qu'il passe son temps, bah il jeûne. Ah, bah qu'est-ce que t'en sais, puis qu'est-ce que ça change? Puisque ça t'intéresse, il me baisse pas moi en rentrant, tu vois. Bon, ça te fait jouir hein, de me balancer ça dans la gueule. Bah non, mais tu l'as bien cherché. Et bah si tu crois qu'il t'attend tranquillement dans son lit toute la journée pendant que tu travailles, tu te fous le doigt dans l'œil, hein. T'es naïve. Mais écoute, André, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, moi, ce que j'en dis, c'est parce que ça m'ennuie de voir une fille comme toi qui est obligée de payer pour avoir un mec. Voilà. Parce que qu'est-ce que tu fais en somme d'autre que de te payer un mec? Mais c'est faux, je me paye pas un mec. Je suis tombée sur un mec qui travaille pas, qui a pas de fric, et moi je bosse et j'ai du fric, je paye, c'est normal. Et puis tu vois, je préfère un mec qui m'aime, qui me baisse bien et qui veut pas bosser, qu'un mec qui me fait chier, qui a du fric. S'il avait des aspirations ou des ambitions personnelles, s'il était obligé de travailler ou de gagner de l'argent, tu crois qu'il te baiserait autant? Ben non, c'est vrai. C'est parce qu'il est très disponible que je me sens bien avec lui. Tu t'ennuies jamais? Non, c'est un type comme toi, avec qui on s'ennuie jamais. De quoi vous parlez? Hein? Sûrement pas de littérature. Oh, écoute. Ben je lis, j'ai pas besoin d'en parler, non? Puis je pourrais peut-être me passer de lire, mais sûrement pas de voir des gens. Oh, écoute, je suis pas venue ici pour chercher la bagarre. Je suis venue ici parce que je me sentais seule et puis que j'avais envie de te voir. Ouais. Bon, ben... Je suis crevée. Bah, tu vas dormir là. Je vais dormir dans la petite chambre. Ouais. Je vais te donner des draps. Ça me donnera l'occasion de les changer. Non, non, c'est pas la peine, laisse, ça va. Ils sont propres. Ça m'aurait donné l'occasion de les changer. Tu regardes quand même s'il y a des taches de sperme. Hein. Oh, mais écoute, t'as l'esprit mal tourné, qu'est-ce que ça me fout? C'est fou ce que ma vie t'intéresse. Bon. Eh ben, je vais me coucher. Bonne nuit. T'as de l'humour? Bah, en général, quand on a envie de lui montrer, parce qu'en général, il ne demande pas tellement, il vient au montage, quelquefois il voit un peu les rushs, mais en fait il s'ennuie vite, donc il a plutôt envie qu'on fasse l'expérience de faire, qu'on aille au bout de quelque chose et qu'on lui montre quand on a envie. Et voilà, à ce moment-là, on se fait jeter, ou au contraire, assez vite, il est content. Là, je me souviens plus à cause de cet épisode de la première projection où il a dit que j'avais tout fait mal et tout ça, mais je pense que je crois que j'avais calculé un peu, je dis pas que c'était formidable, mais il y a en gros un tiers du film qui est où c'est des premiers jets qui étaient quand même assez proches de ce que c'est au final, voilà.
Et donc lui, lui aussi, il fonctionne au coup de foudre. Quand il vient voir, ça sent bon ou ça sent pas bon pour lui. Hein, voilà. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il rentre dans les détails et quelquefois en peaufinant, en arrondissant les angles, en faisant des choses un peu plus propres, comme il dit, eh ben, ça lui plaît moins en fait, parce qu'il aime bien les choses un peu âpres, etc. Et par exemple, il y a quelque chose... Pardon ? Je sais pas, c'est très hasardeux. Quelquefois, il vient, puis il s'embête au montage. On va déjeuner pendant 3 heures. Il parle de tout, de cuisine, de cul, très peu de cinéma, de peinture, de trucs. Et puis quand il s'en va, on est tellement nourri par tout ce qu'il a dit que moi, je continue à monter. C'est comme s'il était derrière mon épaule. C'est incroyable à quel point sa présence et ce qu'il amène en parlant de tout, on rentre dans la façon qu'on a de choisir et de monter son film. Parce qu'il nous a nourri de lui, de ses envies, etc. C'est vraiment la direction d'orchestre. Hein. C'est quelqu'un qui insuffle comme ça quelque chose qui est lui et ses goûts, et qui n'a souvent pas besoin de prononcer pour que ça passe. Et d'ailleurs, il y a un autre phénomène assez fréquent aussi chez Piala, c'est qu'il retourne, il fait pas mal de retake, et la plupart du temps on garde le premier tournage. Voilà, ça c'est vraiment très 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 fréquent. Parce que, pour le même phénomène de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand c'est trop peaufiné, quand c'est trop prétendument parfait dans la forme, quelque chose tombe de la vitalité de ce qu'il souhaite et qu'il souhaite avant tout. Et que ça soit beau, bien sûr, parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que, en plus, je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais moi je trouve que c'est une extrême beauté, ces plans. Hein. La vie qu'il insuffle dedans, qui fait que même s'il y a du flou, il y a qu'à le voir là, il y a de la beauté qui ressort de ça. Voilà. Non, on parlait de Loulou de la première scène, on parlait de Piala, on va peut-être passer, on va passer à Truffaut, on va absolument pas être chronologique, oui. Parce qu'on a préparé ces extraits-là, et peut-être nous parler de ce travail-là, et des scènes que tu as choisies. Tu avais choisi des scènes d'Adèle H avec Adjani. C'est ton 4e film avec Truffaut. Le premier, c'est les 2 Anglaises. Après, il y a la nuit américaine et Une belle fille comme moi. Oui, ça doit être le 4e. C'est le 4e. Je crois, ouais. Ouais. Ça a été ton premier grand réalisateur. C'est quand même formateur. Ça forme un style, ça forme une façon de travailler. Et surtout, je suis passé directement, ce qui n'est pas toujours le cas, d'assistant à chef monteur. Hein. C'est-à-dire la plupart du temps, un metteur en scène qui aime bien tel ou tel assistant ou assistante et qui veut le faire passer monteur, il fait faire ses armes à un copain metteur en scène, il fait essuyer les plâtres à quelqu'un d'autre et après il le prend. Mais là, il m'a bombardé directement d'assistant à chef monteur. C'était assez agréable. Alors, et en même temps, tu es assez transparent dans le livre par rapport aux collaborations que tu as eues, aux monteuses, pour le coup, qui t'ont transmis énormément de savoir. Et à un moment, quand la place se libère, tu la prends aussi. Sans ménagement. C'est-à-dire que ça t'arrive souvent dans les collaborations comme ça, d'être un peu cavalier, je sais pas. Oui, absolument, un peu cavalier. Mais on est tellement heureux quand on vous propose quelque chose que, alors là, évidemment, tout autour, on se fait traiter d'arriviste, etc. Moi, je veux bien, mais ça n'arrive pas par hasard, d'abord, que le metteur en scène vous demande, etc. Ce que m'a reproché Guillemot, donc, que j'ai remplacé qui était la monteuse de Godard, que j'ai remplacé sur le Truffaut, c'était de ne pas lui en avoir parlé. Effectivement, mais moi j'étais tout neuf dans le machin, tout ça, sûrement inconscient, je plaide absolument coupable, mais néanmoins c'est vrai que quand on vous proposait d'être chef monteur au lieu d'assistant, j'avais fait 5 assistanats avec lui. Et puis il y avait quand même des petits signes. J'avais eu une idée de montage que d'ailleurs je lui avais dit directement, Guillemot m'avait engueulé en me disant que c'était pas très déontologique. Tout ça peut passer effectivement pour ce qu'on appelle de l'arrivisme, comme ça. Et moi je sais pas, me disait mon copain Bernard Dubois, c'est mieux de vouloir arriver à quelque chose. Mais je ne pense pas, non, ce que je veux dire c'est que je plaide coupable, mais je ne pense pas que ce soit du calcul. Voilà. C'est simplement des envies de faire les choses. Et j'avais eu une idée de montage pendant Baiser volé, de faire un déplacement de séquence qui était assez tu en parles. Plus à François, voilà. Plus à François. Donc j'ai bien. Et d'ailleurs, Guillemot, pendant tous les films d'après, les 4 sur lesquels j'ai été son assistant, encore une fois, Truffaut m'imposait comme assistant à Guillemot, et comme je voulais faire mes preuves, je n'allais jamais déjeuner, je travaillais comme un fou pour que tout soit parfait, que j'ai absolument, que Guillemot n'ait rien à me reprocher. Et tous les films, elle me disait, parce que le premier qu'on a monté ensemble, c'était Baiser volé, elle me dit, de toute façon, c'est vous qui montrez Antoine Doinel grand-père. Voilà, c'est arrivé un peu plus tôt, évidemment, mais... Je ne vous demande qu'une chose. Même si vous ne m'aimez pas, laissez-moi vous aimer.
Oh oui, laissez-moi vous aimer. Prenez garde. Si vous me rejetez, j'irai trouver vos supérieurs. J'en montrerai vos lettres. Je ferai tout pour vous nuire. Je leur révélerai votre conduite. Je vous ferai chasser de l'armée. Non, ne partez pas. Tenez, Qu'est-ce que c'est? pour régler vos dettes de jeu. Oh, pour payer toutes mes dettes, il faudrait 10 fois plus. Gardez-le en attendant. Je vous en prie. J'accepte, mais pas comme un cadeau. C'est un prêt. Ce sera ce que tu voudras, mon amour. Tu reviendras, n'est-ce pas? On va se revoir. Si tu préfères, je peux te rejoindre en ville. Et comme tu voudras. Et où tu voudras. Vous êtes si beau. Mon amour, je suis tellement heureuse que nous nous soyons retrouvés. Le pire sur la terre, c'était ton absence. Nous ne laisserons plus de malentendus s'installer entre nous. Je savais que tu ne pouvais pas m'avoir oublié. Quand une femme comme moi se donne à un homme, elle est sa femme. Maintenant, je ne pleure plus. Dans la vie, on ne change pas de père, de mère, d'enfant. On ne change pas non plus de femme ni de mari. Je suis ta femme, définitivement. Nous resterons ensemble jusqu'à notre mort. Par rapport à une Adjani comme ça, qui facilite le travail du monteur. Toi, quand précise-nous ça, ou dans les rushs que tu avais entre les mains, comment c'est une évidence le personnage, comment le choix de telle prise est plus que telle autre? Elle aide le monteur, parce que d'abord, ses brillances sont... Ces brillances sont quand même extraordinaires, mais le danger avec Adjani, enfin un acteur de cette taille extraordinaire, de cette puissance, c'est de monter que sur elle. C'est-à-dire, là, on va voir un chant contre chant. Heureusement, il n'est pas toujours que chant et contre chant, mais souvent, il y a des croisements des deux personnages en même chant. Enfin, on va voir comment c'est fabriqué par Truffaut, ce qui est très bien, d'ailleurs. Justement, je me demandais, d'ailleurs, en disant ça, je me demande s'il ne fait pas exprès, justement, de ne pas faire un chant contre chant totalement séparé. Parce qu'effectivement, la tentation avec Isabelle, c'est de l'avoir regardée tout le temps, tellement elle est... Mais c'est une lionne, quoi. C'est extraordinaire, la puissance qu'elle a. On n'a pas envie de la quitter. Elle a 19 ans, là. Elle a 19 ans. Elle venait de jouer Le Petit Chat est mort à la Comédie Française. Elle a coupé court à la Comédie Française. Et c'est le premier grand rôle, je crois, ou le second. Je crois que c'est le premier au cinéma, quand même. Julien disait, c'est pas ses premières armes. Mais ses premières armes, c'était 2 fois au théâtre. C'est Ondine et le Molière. Et le Molière, bon. Et puis après, je crois que c'est ça, hein, son premier grand rôle. Toi, ton travail là-dessus, sur des scènes comme celle-ci, tu avais plus de matière, ou tu as fait ce que tu... Oui, bien sûr, c'était en chant contre chant. Je disais chant contre chant, c'était donc un chant contre chant croisé, puisque chaque personnage était suivi dans son entier et rattrapé l'un et l'autre. Et puis il y a des prises surcroisées, je dirais. C'est-à-dire qu'ils de temps en temps suivent l'un, et puis de temps en temps ils se réunissent et ça suit l'autre personnage, etc. Donc il y avait tout à fait le choix, oui, on fait ce que... Mais c'est vrai que c'était, comme le remarque Julien, c'était difficile de trouver quelque chose à égalité sur lui. Alors évidemment, de toute façon, la scène... Le but de la scène, c'est pris par elle. C'est une tigresse possessive, etc. Donc c'est le sens de la scène, ce qu'on voit. Mais néanmoins, c'est difficile pour un acteur de faire face à Adjani, c'est sûr. Il n'y a qu'à voir, puisque effectivement, même dans les... Mais c'est peut-être pas... D'ailleurs, Julien me fait penser que j'ai peut-être fait une erreur. Peut-être que justement, il fallait être plus long sur lui et assumer du temps plutôt que de le monter trop court, comme s'il n'était pas à la hauteur. Je viens de penser que, là encore... Comme on s'en rend souvent compte des années après avoir monté les films, on a peut-être fait des conneries. Non, mais c'est intéressant, et tu le dis d'ailleurs dans l'ouvrage que... Ça, je reconnais toutes mes erreurs avec un grand plaisir. Alors ça, j'adore, non, mais parce que j'en vois tellement dans tous les films que, évidemment, on se dit, si ça avait été autrement, qu'est-ce que ça aurait produit? Et un peu pas des regrets éternels, mais même quand tu revois ces films-là, tu te dis, ah, mais c'est dommage qu'on ait enlevé... Non, mais ce ne sont pas des regrets graves, parce que je suppose qu'on les a essayés, ces choses, quand même. On n'est pas, je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant un montage, on voit le film 50 fois, je veux dire, c'est pas... Et puis 100 fois de plus sur la machine en essayant des choses. Donc je ne pense pas qu'on ait laissé les choses négligemment, comme elles sont là, par négligence, bien évidemment.
Et tu parles assez librement aussi des films, voilà, certains de tes films dont tu as accouché, mais dont tu n'es pas forcément, voilà, des films ratés aussi. Tu parles de Neige de Juliette Berthaud. Oui, j'étais très attristé devant le film Juliette, avec que j'adore. beaucoup d'affection. Bien sûr. Par rapport à elle, sûr. par rapport à son travail, mais Bien en même temps, tu as un regard très analytique et assez froid quand même sur le ratage, mais de la matière aussi, qui était Parce pas que là. déjà, les problèmes dont je parle, ils étaient en germe pendant qu'on montait. C'est-à-dire que déjà, je savais qu'il y avait des choses qu'on n'atteindrait pas avec le film. Mais c'est vrai qu'avec le recul, le voir 30 ans après, c'est vrai que les mauvaises choses persistent. Un film, il est quand même EST sa propre chair. Quelque chose qu'on ne peut pas... moi, je pense qu'on ne peut pas sauver un film au montage. On peut faire illusion, on ne peut pas sauver un film. C'est pas possible. Un film est absolument ce qu'il est. On peut faire des cache-misères, on peut lui donner une forme plus attrayante, quelque chose comme ça, mais foncièrement, on ne change pas la vérité d'un film. Et ça, tu le vois tout de suite, au premier rush, tu le vois rapidement, disons. Il va y avoir des problèmes, quand on commence à aligner les problèmes, etc. Le film était tourné avec beaucoup d'affection, avec une telle affection pour tous ces gens que Juliette voyait de sa fenêtre, puisqu'elle a filmé tout son quartier, etc., que cette affection est devenue complaisance, au lieu que le regard soit légèrement distancié, à une distance appréciable, qui fasse que tout le monde puisse aimer les gens, et pas que le film soit de façon permanente en train de dire « je les adore, je les adore ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu parles aussi, j'aime beaucoup ce que tu dis sur les réalisateurs qui n'arrivent pas à lâcher leur film, à l'idée de leur film. Ça te chagrine, voilà, on arrive à être dans une impasse, quoi. C'est de dire qu'ils ne peuvent pas laisser leur film se libérer. Il y a un moment où quelque chose doit se libérer, même si ils sont très intervenants et qui montent eux-mêmes, hein, comme Grand Perret qui montait, comme Stévenin qui montait, même des metteurs en scène qui montent, etc. Ils arrivent, même s'ils tiennent la pellicule et qu'ils montent eux-mêmes, ils arrivent à lâcher quelque chose, à faire que leur film les dépasse. Voilà, c'est ça. Dépasse, en tout cas, on en a beaucoup parlé avec Julien, on en parlait aussi tout à l'heure, l'intention première, la littéralité, pour arriver à grimper au-dessus de cette littéralité et retrouver, encore une fois, le rêve véritable du film, c'est-à-dire ce qui a inspiré l'envie forte de faire le film. Des rapports houleux, la vie, on pourra... Vas-y, Julien. Je crois que c'est plutôt soit au rush, soit au scénario que les réalisateurs s'accrochent plus qu'à l'idée du film. Le travail de Yann et du monteur, c'est de les ramener, de les faire se ressouvenir, encore une fois au sens platonicien, au sens de la maïotique, de l'idée première du film qui a été polluée par l'écriture du scénario et ensuite par la réalisation et par les imperfections ou les impasses de la réalisation et des rushs. Et donc, il s'agit moins en fait de les faire lâcher cette idée que de leur apprendre à ne pas se mettre en travers entre travers du film. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent à se faire plus petits, à laisser le film s'envoler. Voilà, comme Yann le dit. L'objet roi dans ce processus de travail, c'est pas le réalisateur ou la réalisatrice, c'est le film. Et je pense que vraiment un des grands principes de définition que Yann a du montage, c'est ne pas être justement dans les regrets de ces étapes intermédiaires. On a longtemps eu pour titre de travail l'imparfait. Yann était très attaché à ce titre. Pourquoi ? Parce que sans arrêt, dans la salle de montage, les réalisateurs, quand ils parlent de leur rush, s'expriment à l'imparfait. Mais tu te souviens pas, dans ce plan-là, il faisait ci, elle allait là, etc. Et très souvent, ce sont pour le coup des faux souvenirs, des plans qui n'ont pas été tournés, des plans qui ont été rêvés et dont les réalisateurs ont le regret parce qu'ils trouvent, à leur corps défendant, que les rushs ne sont pas à la hauteur de ce rêve. Et le travail du monteur, c'est à la fois de retourner au rêve, de les aider à retourner au rêve, mais en activant le principe de réalité, retourner au rêve via la matière qui a été tournée. Parfois, on peut faire des retakes et s'il y a un peu d'argent, on peut retourner sur le plateau, mais parfois, c'est pas possible. Et donc, le monteur est celui qui doit inventer dans cet espace de réalité. Il y a un troisième intervenant aussi qui est le producteur. Ça, vous n'en parlez pas énormément dans le livre, mais j'ai un petit peu, mais qui est assez décisif, qui déboule pas dans la salle de montage. Ça arrive, oui, bien sûr, oui, ça arrive. Et qui fait le tampon ? C'est le réalisateur qui fait le tampon ou toi tu as eu
Tu as eu de grands producteurs. Ça dépend des gens. Hein. Là aussi, quelquefois, il peut arriver, c'est moins fréquent, mais que le producteur soit un peu en avance sur le réalisateur, qui est un peu empêtré dans l'idée je n'aime pas ce raccord, j'ai pas eu assez d'argent, etc., etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il pense n'avoir pas eu toutes les possibilités de faire bien son film, il est tellement dans le regret, etc., que quelque chose ne peut pas avancer. Il reste plutôt à la littéralité, et c'est de se dire, bon, ce que je voulais, encore un imparfait, ce que je voulais dire, c'est ça, donc disons ça. Non, peut-être que le film, justement, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, ou toutes ces raisons qui n'arrêtent pas de circuler dans le cinéma, qui est quand même... C'est horrible, le cinéma, c'est une suite d'abdications, enfin, sauf si on a des milliards pour faire un film, mais on est obligé d'abdiquer de pas mal de choses quand même. Voilà. Et donc si on reste sur l'idée que l'abdication est forcément souffrance, au lieu de se dire faisons le sacrifice de tel membre du film pour préserver le reste et en le valorisant, etc., c'est une souffrance, il faut vraiment l'accepter tout ça. Des questions, s'il y en a, profitez-en. Sur Zoom, nos amis qui sont loin, Florian et Nicolas, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Yann ou à Julien. Ici. Oui, Truffaut, lui, par rapport à Piala, il était plus intervenant, très là, pas là. Alors, ce Truffaut, c'est une façon que j'aime énormément. Il venait assez peu à la salle de montage. Il y a quelque chose qu'il venait voir, mais il ne venait pas à la salle de montage pour peaufiner des raccords, etc. D'ailleurs, je voulais dire, par rapport aux abdications, rajouter une chose aussi, qu'à chaque fois qu'on entend un metteur en scène dire « j'aime pas ce raccord », c'est qu'il fuit devant l'objectif de la scène. J'aime pas ce raccord, c'est mon boulot, le raccord, c'est le boulot des monteurs. Sauf si les monteurs lui-même, comme Stévenin et Grand Perret, qui se met à la table, etc. Sinon, j'aime pas ce raccord, c'est la preuve qu'il ne veut pas voir le problème plus général, qu'est-ce qu'il y a dans le plan d'avant, qu'est-ce qu'il y a dans le plan d'après. Et donc, il focalise là-dessus, et je comprends pas bien. Alors donc, pour ces raisons-là, Truffaut venait très peu au montage. Il venait pour monter les musiques, il aimait beaucoup monter les musiques, et quelquefois des séquences un petit peu difficiles, mais c'était pas son truc, parce qu'il ne voulait pas se noyer dans les collures. Le truc de Truffaut, c'était voir le film en entier. Les preuves viennent dans le film entier. Le choix des prises, les raccords, la forme de montage d'une séquence rapide, lente, etc. Ça ne se vérifie que dans l'entièreté. Donc c'était ça son truc. Et en fait, d'ailleurs, Piala aussi, puisqu'il venait plus, comme je disais tout à l'heure, pour discuter, et de temps en temps pour voir des rushs, mais ça l'ennuyait. À la deuxième prise, il s'ennuyait, donc on arrêtait. Et puis de temps en temps, il venait... alors Truffaut, ce qui venait de formidable. Alors, après, je parlerai de Piala, parce que c'est un peu le même système, mais à la salle de montage. Truffaut, il nous envoyait de son bureau des listes de plans. Dans la séquence 35, il envoyait une liste de 21 plans dans l'ordre, gros plan de machin, insert sur tel truc, etc. Et sur cette liste d'une trentaine de plans, en général, il y en a 4 ou 5 qui n'existaient pas. Ce qui est très fréquent. On revient à cette histoire d'imparfait, mais j'avais tourné, non, j'avais rêvé que j'avais tourné, etc., etc. Donc, avec Truffaut, ce qu'on faisait souvent, c'était de fabriquer les plans avec des choses qui pouvaient y ressembler, des champs vides, des mouvements, des panoramiques d'un truc à l'autre, des trucs assez gratuits quelquefois, ou des resserrages de plans, comme on fait beaucoup maintenant en vidéo, enfin des changements de cadre des plans. Quand il rêvait qu'il avait fait un gros plan, mais en pellicule, on ne pouvait pas resserrer trop. Ici, aujourd'hui, en 4K ou je ne sais pas quoi, on peut resserrer enlever jusqu'à 25% de l'image ou je ne sais plus quoi, parfois 50%, voilà. En pellicule, le grain monte, donc on ne peut pas aller trop loin dans ces trucs-là. Enfin voilà, la méthode de Truffaut, c'était ça, c'était l'entièreté du récit, beaucoup plus que... Et Piala, alors, quelquefois, il venait faire il faisait des plans d'une séquence, par exemple, le cabaret de Van Gogh, là, qui est une séquence très très longue de 16 minutes, il a fait un plan d'attaque sur papier, il était très heureux parce que cette séquence n'a failli pas être tournée, donc là, par exemple, il est venu vraiment mettre la main à la pâte. De toute façon, Maurice, il a monté, il n'était pas monteur, mais... Même ceux qui ne montent pas, qui ne touchent pas à la machine, même des metteurs en scène qui sont monteurs, ça se sent tout de suite s'ils savent que... Je veux dire, les seuls problèmes, c'est quand on a l'impression que quand on change les choses de place, c'est juste pour rigoler, quoi. C'est-à-dire, je m'est arrivé une fois avec un gars qui disait, mais il y a eu 17 versions du scénario. Et je lui ai expliqué que le montage, c'était la 18e. Si c'était pas la bonne, ça allait être vraiment embêtant. Donc il valait mieux, comme il l'avait déjà fait aux 17 versions du scénario, changer les scènes de place pour voir ce que ça donnait. Donc on continue au montage. Est-ce que tu pourrais, c'est difficile d'avoir ce regard sur soi, mais dire que tu es porteur d'un style, il y a un style Yann Deday, où justement ton style c'est d'être un caméléon, de ne pas avoir de style et de te fondre dans l'univers,
dans la personnalité, voilà, Bah, d'être au service. Il faut un petit peu les deux. Moi, je suis un peu brusque, donc j'aime bien monter un peu brusquement, etc. Mais ça n'est pas. J'essaye aussi d'être de camion et de rentrer dans le style quand même, dans le style du réalisateur, de son rythme, etc. hein. Mais de temps en temps, ça aide quand même, par exemple, d'être un peu brusque. Puis là, après Loulou, après avoir dit que j'avais tout mal monté à la première projection, à la fin, il m'a dit merci de m'avoir coupé les portes du cinéma français. Donc voilà. Voilà, donc ça sert à quelque chose quand même d'avoir un style ou un goût, voilà, proposer. C'est juste parce que c'est pas parce que c'est mon style, c'est juste que le monteur est quelqu'un qui propose. C'est tout. Hein, donc, non, mais si on faisait appel à toi quand même, si des réalisateurs aussi différents que Piala, Garel, Cédric Kahn, ben bon, des univers qui sont quand même totalement différents, des rythmes qui sont quand même c'est qu'il y a quelque chose en toi, c'était pas seulement il y a quelque chose en toi qui les intéressait. Oui, c'est quelque chose, je sais pas, une façon de faire, voilà, qui leur plaît. Mais comment tu la définirais, cette façon de faire? Une brusquerie attentive. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour, qui m'a bien plu. À l'os, si tu veux, oui. Mais parce que quelqu'un m'a dit un jour, c'est ça ton truc, et je crois que c'est assez juste. C'est-à-dire que vrai, j'aime bien que ça soit roboratif, costaud comme ça, mais c'est quand même avec une certaine attention. Il n'y a qu'une personne avec qui ça n'a pas du tout marché, c'est Breillat. Breillat, tu étais là-dedans très dur avec. Parce qu'avec un film qui s'est avéré mauvais à la revision, bien pire que Neige, parce que absolument pas du tout humain. Voilà, mais parce qu'elle a un colloque, après, elle a dit que je comprenais rien au montage, que je voulais tout couper. Oui, d'accord. Voilà. Mais ça, c'est une différence totale d'appréciation de ce que c'est que le temps au cinéma. Voilà. Le temps, il y a beaucoup. Quand on voit un film comme les films de Stévenin, on voit que c'est découpé, que c'est monté, mais le temps est absolument, il est vaste, quoi. Il prend une place extraordinaire, et il n'y a pas besoin de plan séquence pour ça. Alors que pour Breillat, il n'y a que le plan séquence qu'il faut. D'accord. Quelque chose comme ça. Enfin, j'exagère un peu, je pousse un peu les limites, mais en gros, c'était ça le dilemme. Puis tu racontes le regard qu'elle a aussi sur ses comédiens sur ces histoires. Je pense qu'elle n'aime pas ni ses comédiens, ni les rôles qu'elle écrit, ni les gens qui tournent. Je pense qu'elle n'aime pas beaucoup les gens, quoi. Et c'est quand on travaille avec quelqu'un, on voit bien quelle est sa chaleur ou sa froideur. Voilà, elle, je l'ai trouvée froide. Chez Piala, dans tous ses films, il y a des... Chez Piala, ce qu'on remarque dans tous ses films, et ce qui est très évident là, dans la scène où on voit arriver, justement, c'est la claque, la violence, la manière dont il filme la violence. Et c'est vrai qu'il faisait donner les claques vraiment qui claquaient, parce qu'on voit, quand elle reçoit une claque, que c'est une femme battue, qu'elle reçoit quelque chose. Et la manière dont elle répond, il n'a pas intérêt. Et ça, il sait très bien filmer la violence. Et dans À nos amours, c'est pareil. Oui. Quand le père s'engueule avec Sandrine Bonnet, et ça, c'est là, et dès que cette violence-là arrive, la chair arrive, et c'est formidable. Voilà. Et ça n'empêche pas, on a vu, hein, après la baffe, là, effectivement, elle la reçoit pour de bon, mais ça n'empêche pas de rigoler après. Hein. Parce qu'après, on a monté avec une prise où la baffe avait été ratée, donc elle se foutait de la gueule de Marchand, et ça s'intègre très bien, parce que c'est vrai qu'un homme en colère, c'est tout à fait ridicule. Oui. Surtout après avoir donné une baffe, et en avoir, évidemment, comme il se doit, honte. Oui. Non, c'est très bien montré, ça. Parmi toute ta filmographie, j'imagine qu'il doit y avoir des rendez-vous manqués. Des réalisateurs avec lesquels tu... J'ai beaucoup aimé monter avec Bergman, alors ça... Non, mais je restais dans le cinéma français, j'avais pas... Non, parce que tu parles de Eustache, parce qu'on ne voit pas Godard, on voit Eustache... Ça doit être passionnant de monter avec René, oui, bien sûr, oui. Ça s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. J'ai pas un plan... Non, il avait ses monteurs, non. Non, mais j'ai pas à me plaindre, je suis vraiment monté avec des gens formidables, et puis assez variés, coup de peau formidable, avec des gens très variés, donc et c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable, j'ai vraiment pas à me plaindre du tout, même si... Julien, une question à Yann que tu n'aurais pas posée dans le... Là, ça voudrait dire que j'aurais mal fait mon travail, donc toutes les questions sont épuisées. Mais non, en revanche, sur cette histoire de brusquerie attentive, je trouve que l'idée d'une patte de Day, c'est un peu mis à toutes les sauces. Je ne suis pas sûr que
que cette histoire ait beaucoup de profondeur. En revanche, j'aime bien ouais, l'idée de brusquerie attentive qui peut être aussi une sauvage délicatesse. Hein, on peut voir les choses dans l'autre sens. Et ça me rappelle quelque chose, je crois, dans la bouche de Piala, justement, à un moment dans le livre, qui définit en fait son rapport au dialogue et justement au chant contre chant, ou bien de manière générale, comment le montage fait intervenir deux personnages l'un par rapport à l'autre dans le cadre d'une conversation. Pardonne-moi de t'interrompre, c'est toi qui tu m'avais raconté hein, cette logique. Eh bien, je crois que voilà, cette formule, pardonne-moi de t'interrompre, mais ben pour moi, ça serait plutôt ça la patte de Day en fait, et de manière générale peut-être une définition idéale de la position du monteur par rapport au réalisateur et par rapport au film. Que ce soit toujours, évidemment c'est un échange, mais que ce soit un dialogue à la fois brusque, parce qu'on est là pour être un contradicteur aussi, et mettre les points sur les i et pointer les défauts, les imperfections, les manques, mais avec une délicatesse qui permet de continuer à travailler ensemble sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films avec Garel. Voilà, je pense qu'il y a cette dialectique qui ne doit jamais se transformer en recherche du compromis, qui est vraiment au cœur de la dynamique entre de post-production du film. C'est vrai, et parfois, je crois qu'il faut vraiment jamais se retenir de dire ce qu'on pense. C'est assez difficile quelquefois, parce qu'effectivement, on peut être désagréable, voire offensant. Enfin, il faut vraiment faire gaffe, mais il faut quand même s'abstenir de mentir, quoi. Il faut vraiment dire ce qu'on pense. C'est très important. Ça ne peut qu'être utile au réalisateur, tout ça. Bon, s'il n'est pas assez solide pour le recevoir, comme le gars des 17 scénarios, ben, tant pis pour lui, malheureusement. Mais si la plupart... C'est tellement difficile, le cinéma, de rêver un truc et d'arriver à ça du rêve, quoi. C'est tellement horrible comme chemin que je pense qu'ils ont le courage, en général, justement, d'affronter. Il y a tellement de difficultés, il y a tellement de choses sur lesquelles abdiquer qu'il faut affronter tous les problèmes et recevoir toutes les critiques. Comme par exemple le Ross Roberco, avec qui je monte en ce moment, qui exige absolument qu'on lui balance tout à la gueule. Donc c'est ton dernier, ton dernier ça, projet. C'est un montage. Alors, parle-nous-en. Parce qu'elle a tout le temps Berco. C'est d'ailleurs un rare exemple. Ça fait 10 films, je crois qu'elle fait, et depuis toujours, c'est Julien Leloup qui monte ses films. Donc c'est un couple réalisateur-monteur extraordinairement, qui a une longévité extraordinaire. Et là, en fait, j'ai débarqué dans l'affaire parce qu'on devait aller à Cannes de l'année dernière. Et puis finalement, il y a eu l'AVC de Deneuve, et puis la Covid, etc. Donc le film a été fini 9 mois après avoir été commencé de tourner. Et là, je vais arrêter, je vais pas finir le film, je vais juste continuer à monter les nouvelles rushs. Voilà. Donc au casting, il y a Deneuve. Il y a Deneuve, il y a Benoît Magimel, et voilà. D'accord. Cécile de France. Donc ça, c'est un co-montage dont j'ai tellement l'habitude avec Pierre, que c'est très, très agréable. Et de toute façon, c'est Julien qui finira le film. Julien Leloup qui finira le film. Voilà. Et tu te vois partir pour monter encore combien de films? Non, là, j'ai décidé de monter qu'un film par an. Donc 21, c'est Cédric Kahn, et 22, c'est Garel qui m'a appelé il y a déjà un an en me disant « T'es libre en été 22 ». D'accord. Ça, j'étais assez content. Parce que Garel, ça faisait 2 films qu'on ne montait pas ensemble, parce que j'avais traîné son producteur devant les Prud'hommes et j'ai gagné, donc il n'a plus jamais voulu d'accord. moi. Philippe a changé de producteur de nouveau, donc je peux retravailler avec lui. Le compagnonnage continue. Bon, on aurait pu parler de plein d'autres choses, hein, évidemment, parce que cet ouvrage est une mine. Il y a plein de portes d'entrée, mais on va peut-être s'arrêter là, boire un verre. Oui, si Moi, je vous avais fait choisir quelques films comme ça, peut-être 2 mots sur les 5 films que je t'avais fait choisir, Julien. Il y avait, je crois, Ran, Profession reporter. Prononcez deux-là. Dis-nous peut-être quelques mots sur les oiseaux de passage, surtout. Ou les oiseaux de passage du réalisateur colombien Guerra. Alors c'est un film que j'ai vu il y a 2 ans ou 1 an et demi, si je ne m'abuse, qui m'a beaucoup frappé par sa grande liberté, et notamment la liberté et l'originalité avec laquelle il aborde la question épineuse au cinéma du surnaturel. Vous m'entendez?
D'accord. Enfin, je sais pas, il n'y a pas vraiment de fil directeur dans ces 5 choix. Hein. C'est vraiment une vérité. Ça reflète la vérité du moment, j'imagine, comme pour Yann. Demain, ça sera pas les mêmes. Mais peut-être, enfin, en tout cas, entre Ran, les oiseaux de passage, et puis, est-ce que j'ai mis aussi Il était une fois dans l'Ouest? Professeur reporter. Ouais. Est-ce qu'il y a un Sergio Leone là-dedans? Il me semble. Ouais. Je pense qu'il y a. Alors, pour le coup, moi, ma première image, ou en tout cas, enfin, une image d'enfance, c'est la scène du massacre de la famille irlandaise. Dont le père devait se marier avec Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. Et donc le massacre de toute cette famille qui va chercher de l'eau au puits, Henri Fonda et ses hommes qui arrivent et qui liquident tout le monde. Et puis ensuite l'arrivée en ville de cette femme qui vient de la côte Est et qui trouve en fait la famille qui lui a été promise dans des cercueils. Et je crois que j'ai vu Il était une fois dans l'Ouest, peut-être à 6 ou 7 ans, sûrement trop tôt, parce que ça a eu un impact. Enfin, j'imagine que c'est une forme de trauma, quoi, chez moi. Et ces deux scènes-là, c'est-à-dire le surgissement d'une violence absolue, sauvage, et puis, enfin, qui se conclut quand même par le meurtre d'un enfant, c'est-à-dire le dernier qui est tué qui est exécuté par Henri Fonda, c'est le petit garçon. Donc aucune forme de pitié et d'humanité. Et ensuite la manière dont le deuil s'imprime sur le visage de Claudia Cardinal. Enfin, ça a laissé une profonde impression chez moi. À la fois en tant que spectateur, que cinéphile, mais aussi en tant qu'écrivain. Et en fait, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps, dans une autre discussion avec Yann à propos de mon dernier roman, que en fait le surgissement d'une violence primitive, l'impossibilité de canaliser cette violence et le cycle de vengeance aussi qu'elle met en place, c'est moi mon image première d'écrivain, de créateur de fiction. Et c'est probablement aussi un des éléments qui m'attire le plus en tant que lecteur quand il s'agit de romans. J'attends. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que ça revient? Ouais, c'est bon, vous m'entendez là. Ouais, ok, ouais, donc ce cycle violence et ensuite vengeance, enfin, est vraiment ce qui m'inspire le plus, à la fois en tant que spectateur et cinéphile, mais voilà, en tant que créateur de fiction. Yann, toi, quelques mots sur les films que tu avais choisis. Les derniers, oui, il y a évidemment un Naruse, Nuage flottant. Naruse, et puis Le jour d'après, que j'adore, le film le plus proustien de Hong Sang-soo. Parle-nous du jour d'après, peut-être. Ah bah oui, c'est parce que là, vraiment, c'est... Je me rappelle, Rivette, il faisait ça, mais un peu de façon moins rigolote, parce que c'était écrit « et le lendemain », ou alors « et si », ou des trucs comme ça, des cartons. Et là, les films de Hong Sang-soo, on continue, sans solution apparente de continuité, et c'est les possibilités qu'il soit passé ça le jour d'après. Voilà. Ou le jour d'avant, d'ailleurs, puisque effectivement, c'est totalement proustien. C'est ce qui aurait pu advenir la veille ou ce qui peut arriver le lendemain. C'est absolument extraordinaire. Vraiment, j'aime énormément ce film, Le jour d'après. Bon, le Naru, c'est parce que c'est vraiment toujours extraordinaire. Là, d'ailleurs, je suis en train d'en voir plein J'ai un copain qui m'en envoie plein des films muets de Naru, c'est extraordinaire. Mélancolia, qui est le plus beau. Lars von Trier, qui est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est vraiment sublime. Et puis une sale histoire de Stache. Et une sale histoire de Stache. 2 films en un, quand même, absolument extraordinaires, vraiment lumineux. Et puis, je crois qu'il y en a un 5e. Bah oui, c'est les Herzog, là. Les Ascensions. Les Ascensions d'Herzog, là. J'ai vu aussi récemment Grizzly Man et tout ça. D'accord, ah oui, oui, je me fais un Herzog total en ce moment, dont le film japonais que je trouve formidable. Et d'ailleurs, que mes amis japonais n'aiment pas beaucoup. Je ne sais pas si tu l'as vu, Katsuko, le film de Herzog.
Mais mon assistante Minori ne l'aime pas, mon autre assistante Junko ne l'aime pas. D'accord, ok. C'est très... Oui, Okay, les Japonais refusent beaucoup le dernier okay. Herzog, qui est donc sur une espèce de société au Japon qui remplace les mourants, qui fait jouer un père à une petite fille qui a perdu son père, etc. C'est très très étrange. Comme souvent dans les Herzog, on ne sait pas où est la réalité, où est, où est le documentaire. La frontière est très floue. Voilà. Oui. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous via Zoom. Quelle heure est-il à Philadelphie? À table 14h17. 14h17. Voilà, t'as faim. Non, mais il faut se rendre compte. Il faut être dans la réalité, savoir un peu ce qui se passe de l'autre côté et quelle heure il est. Yann, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va se donner rendez-vous vers la table principale pour que tu puisses dédicacer les ouvrages. Bien sûr. Tu viens, Julien, dédicacer sur le trottoir. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci vraiment, c'est gentil. Prochaine rencontre mardi avec Séverine Danflous autour des adaptations cinématographiques de Tennessee Williams. Voilà. Wow.